La présentation que je vais vous faire, c'est issue de notre retour d'expérience sur GreenSpector. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'éco-conception logicielle. Nos travaux ont abouti sur GreenSpector et au début, on arrivait avec un peu naïf sur l'éco-conception en disant on va pousser des bonnes pratiques et ça va passer. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc, slide suivant. En général, voilà, les équipes de développement has joined the conference. c'est des équipes très compétentes, elles ont des connaissances, elles peuvent faire de l'optimisation, ça fonctionne. Vous voyez les slides. Hein. Ça, c'est la vraie vie. Enfin, je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Carl has left the conference. Mais dans la vraie vie, c'est qu'on n'a pas le temps d'optimiser. On croule sous les besoins fonctionnels, sur les contraintes de sécurité, sur l'apprentissage des nouvelles technologies, des nouveaux langages. On ne va pas pouvoir être un super-héros. Alors, ce qu'on essaye de faire avec GreenSpector, c'est de rendre un peu le rôle de super-héros aux développeurs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a un logiciel qui permet la slide suivante, d'analyser le code, de mesurer, d'aider le développeur à optimiser. Et donc, on a eu plusieurs retours d'expérience chez des grands groupes sur la vraie vie d'optimisation. Et ça, je vais vous en parler. Le premier retour, c'est qu'il faut mesurer. Mesurer, pourquoi? Parce qu'on peut détecter des choses. On n'est pas obligé de connaître les bonnes pratiques. Et là, c'est un cas, c'est une application Android qui a été utilisée pour un grand groupe pour faire de la communication. Un talkie-walkie entre smartphones. Et on voit là la courbe de mesure, c'est quelque chose, c'est la courbe d'énergie prise sur le smartphone. Et c'est assez... on a beaucoup de stimulation de la batterie. Et ça, on a travaillé sur ça. Il y avait 3 heures d'autonomie sur le téléphone avec cette application. Donc 3 heures, c'est rien. Il faut charger son téléphone tous les 3 heures, donc c'est pas top. Donc, encore une fois, on a détecté avec l'analyse un bug qui a été corrigé. Donc, on va dire une journée de correction, on est arrivé à une courbe comme ça. Et on est passé à 11 heures d'autonomie. Donc 8 heures de gain sur le téléphone, c'est énorme, et tout ça juste en mesurant, en prenant le temps de mesurer, mais il faut avoir les outils. Un autre cas d'expérience, c'est que sur le mobile et la IoT, donc il y a quelque chose de très important, c'est les données échangées, parce que j'ai pas forcément un forfait data énorme. Dans certains pays, pareil, on a des problèmes d'accessibilité au réseau, donc il faut optimiser. Donc là, sur une application qui était faite, une application de news pour récupérer des images d'un blog et les afficher dans une application, on récupérait les mêmes images qu'on récupère sur un PC, sur une télé, et on peut imaginer que ces images-là étaient juste redimensionnées sur le téléphone et donc téléchargées à chaque fois, donc il y a beaucoup de gaspillage. Et ça, pareil, en analysant le code et en détectant, on a pu optimiser les images et réduire de 500 kilobytes les images. Donc sur un site important, avec une dizaine d'images, on réduit largement la consommation. Autre retour d'expérience, en mesurant, là sur Android, on voit qu'on peut avoir des fuites mémoire. Et là, en fait, on se dit, avant, on laisse le système gérer ces fuites mémoire, on laisse Android, on laisse Java gérer ça, mais sauf que si vous n'êtes pas explicite sur la consommation, sur le relâchement des ressources, vous allez avoir des fuites. Donc, on va revenir et globalement, l'application va grossir. Et pourquoi? C'est vrai qu'avant, dans le C, on s'est dit, dans les autres langages plus anciens, c'est bien
la gestion de la mémoire est très compliquée, c'est vraiment une problématique pour les développeurs. Alors il y a des cyberboulettes qui sont arrivées, comme le garbage collector, qui permettent de gérer ça. Sauf que le garbage collector est intelligent, mais pas forcément, pas tout le temps. Il faut être explicite. Plus le développeur est explicite sur ce qu'il va devoir faire, ce qu'il veut faire, plus la machine va comprendre. Et il faut faire comprendre à la machine qu'est-ce que vous allez faire. Et là, dans Android, on a plein de cas où on va créer des fuites mémoire. Si on utilise this, parfois, on va avoir une fuite mémoire parce qu'on prend un contexte sur, on prend une référence sur un contexte. Si on veut, par exemple, ouvrir la caméra, c'était le cas, et qu'on veut faire un get context application, get system, et comme ça, je récupère l'application caméra dans mon application, je reviens à la page d'accueil. Je vais toujours avoir une référence et Android ne va pas lâcher cette référence et on va créer des fuites mémoire. Pareil, les statiques, les non statiques inner class, je crée un runnable, je crée quelque chose qui est une inner class, une classe intégrée, ça va potentiellement créer des fuites mémoire. Donc le développeur là, derrière, il a beaucoup de problématiques pour gérer ça. Donc, alors pareil, les librairies, alors je voulais mettre une vidéo de chat, mais j'en ai pas trouvé sur ça, sur les librairies. Donc les librairies ne sont pas codées de la même manière et ne sont pas aussi performantes tout le temps. Donc un autre cas où là on était, c'est un benchmark, donc on n'a pas fait, mais c'est un benchmark sur des librairies de validation de JSON sur serveur. C'est vrai que quand on choisit une librairie, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, on va taper Google, on va demander aux collègues quelle librairie utiliser. Et là, l'équipe avait pris JShiva, et on voit c'était la moins performante. Donc il faut benchmarker, et on est passé sur la livraison, la validation à une autre librairie plus optimisée. On a eu 34% de gains côté serveur. Donc voilà, en prenant un peu de temps de benchmarker, on arrive à avoir des gains. Après, il faut oublier les citations, parce que quand on parle d'optimisation, vous allez voir une équipe, vous allez voir des experts, ils vont vous dire attention. Il y avait quelqu'un en 74 qui a dit l'optimisation prématurée est la cause de tous les maux. Voilà, donc attention, on ne va pas optimiser. C'est dangereux, on va avoir plus de mal. Sauf que ça, c'est en 74. Sur des machines petites où les gens codaient de façon, on va dire, très optimisée sur peu de mémoire, sauf que ça a combien 40 ans cette citation, et elle reste. Elle est vraiment intégrée. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est que il faut aussi optimiser et il ne faut pas rester sur ces paradigmes qui disent qu'on ne va pas optimiser. Et ce qu'on a fait sur une application Android, qui est l'application Contact, on s'est dit on va optimiser. On a pris 5 types de corrections qui pourraient être vues par certains comme l'optimisation prématurée. On a évité les wrappers en Java, en Android, on a supprimé des méthodes dans les boucles. 15 heures de correction et on a eu sur l'énergie du téléphone 22% de gain. Donc, premature optimization, c'est pas tout le temps le diable. En conclusion, voilà, on a des frameworks, on a des langages qui nous aident. Par contre, il faut reprendre le contrôle sur ces frameworks et sur le matériel. Pour ça, il faut mesurer, il faut être conscient de ça. Et après, l'éco-conception, c'est assez simple, c'est du bon sens, si on reprend la main sur ces benchmarks. Donc voilà. Nantes, allez-y, si vous avez des questions, profitez-en, vous avez la main. Des questions? Pas de questions? Paris? Paris, est-ce que vous avez des questions? Ils se sont endormis peut-être. No question in Paris. First question in Angers, perhaps? Oui, on a des questions à Angers, effectivement. Peut-être dans l'Assemblée, non? En premier lieu, merci, parce que moi j'en avais, donc je vais laisser la parole quand même honneur aux participants. Hello Olivier, hello Thierry.
How much does it cost? Que coûte Combien le tu vends ça? logiciel? Parce que là, j'ai envie d'acheter, là. Je vais acheter tout de suite. L'achat, il faut contacter mon commercial. Hein, je ne suis que le responsable technique de l'inspecteur. Mais quand on aime, on ne compte pas. Du coup, je vais rebondir. Effectivement, ça intéresse déjà une entreprise ici à Angers. Et je me disais, mais pourquoi, du coup, que maintenant? Pourquoi on s'en préoccupe que maintenant? Pourquoi GreenSpector en 2015 et pas avant? C'est génial. Hein. Parce que, on va dire, on a plein de problématiques. Hein, on n'avait pas de problématiques avant. C'est-à-dire que rajouter une machine, une VM, c'est un clic, ça passait. Et le modèle économique est sur ça, c'est-à-dire qu'on a été beaucoup sur un modèle freemium ou gratuit de ces ressources, sauf que maintenant, on commence à calculer le coût des data quand on est sur des plateformes, la présentation précédente, IaaS, PaaS, ça commence à être payant. On a aussi les problématiques d'autonomie des téléphones, de l'IoT, et on voit là où c'était la folie, c'était free lunch, c'était plus fait à volonté pour les ressources, on voit que ça va changer. Donc il va falloir optimiser et les sociétés ont conscience de ça parce qu'elles payent ces ressources. Voilà. Je pense que maintenant, pourquoi pas avant et pourquoi maintenant, on est sur un autre modèle économique des ressources aussi. Et sur une conscience, bien sûr, green, mais il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi beaucoup de coûts des ressources. D'accord. Est-ce que les étudiants qui t'ont eu en cours ici ont des questions? Vous savez déjà tout. Donc vous êtes fin prêt pour le Green Code Lab Challenge. D'accord. Très bien. Justement, pourquoi pas un GreenSpector dans toutes les écoles en France? Ça pourrait être intéressant pour justement favoriser l'émergence de nouveaux ingénieurs green. Alors, ça avance. Certaines écoles, une première école a pris cette licence et c'est l'objectif aussi, c'est de dire le travail il doit être de sensibiliser les étudiants parce que c'est les futurs développeurs et je ne dirais pas que les vieux développeurs comme moi on est déjà mal formés, mais c'est plus facile de former des étudiants aux bonnes pratiques que d'être dans sa routine, et je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est un axe très important aussi pour GreenSpector. Donc je présume qu'il y aurait une licence académique du coup pour les écoles, ou alors il faut voir le commercial de nouveau. Oui, non, il faut voir le commercial, mais il y a une licence académique. D'accord. Comme tout logiciel. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour Paris? Vous avez Olivier Seznac, visiblement. Très bien. Donc, Olivier Seznac de Cisco va vous présenter comment mettre à dormir un réseau opérationnel et le réveiller en cas de besoin. Donc, on retourne à Epita. Je vous laisse la main, Paris.